Comment l'Ukraine se libère-t-elle de son complexe de l'infériorité? Comment la société ukrainienne a-t-elle changé durant la dernière décennie? Quelle évolution peut-on constater dans la couverture médiatique de l'Ukraine en France et en Belgique? Vous écoutez le podcast « L'Ukraine face à la guerre ». Ce podcast est enregistré en Ukraine et par des Ukrainiens. Dans ce podcast, nous racontons comment l'Ukraine continue à vivre et à résister face à l'agression russe. Nous proposons des analyses, mais aussi des témoignages. Nous essayons de vous faire comprendre l'Ukraine, son histoire, sa société et sa culture. Je m'appelle Tetiana Ogarkova. Je suis universitaire et journaliste, responsable du département international à l'Ukraine Crisis Media Center, une ONG dont la mission est d'informer le public étranger sur l'Ukraine. Avec moi, Sébastien Gobert, journaliste français qui couvre l'actualité ukrainienne depuis plus de 10 ans. Il travaille pour plusieurs médias français et belges et il est auteur de quelques livres sur l'Ukraine, dont son dernier ouvrage, L'Ukraine, héros malgré eux. Sébastien est à Kiev, comme souvent après la grande invasion russe. Alors bonjour Sébastien, je suis très heureuse de pouvoir t'accueillir dans notre podcast L'Ukraine face à la guerre. On te connaît comme journaliste qui avait travaillé en Ukraine pendant plus de 10 ans. Maintenant, tu as couvert la situation en Ukraine pour plusieurs médias français, notamment pour RFI, pour Libération, pour plusieurs autres. Et cette dernière année, tu avais beaucoup travaillé pour des médias belges, notamment pour Libre Belgique et aussi pour la chaîne télévision LN24. Tu connais bien l'Ukraine, tu as vécu des longs moments ici dans le pays. Donc, mais ma première question concerne bien sûr cette période très douloureuse qui intervient après la grande invasion russe en Ukraine. À ton avis, donc dans tout le discours médiatique qui est autour de l'Ukraine, qu'est-ce que tu as dû expliquer le plus sur l'Ukraine pendant cette première année de la Grande Guerre? Il a fallu tout expliquer en fait. Donc, moi, j'étais dans une position où j'étais chef du service international à la Libre Belgique, mais j'étais aussi quelqu'un qui connaissait l'Ukraine puisque j'y avais passé beaucoup de temps. Et en fait, ce que j'ai vu dans le traitement médiatique, donc évidemment en Belgique, c'est qu'il y a eu une prise de conscience immédiate du danger et du choc que représentait l'invasion russe de l'Ukraine, puisque les Européens de l'Ouest, et donc en l'occurrence les Belges, ils ont compris tout de suite que c'était une guerre qui allait tout changer. Et c'est pour ça qu'on parle du retour de la guerre en Europe, même si évidemment il y a eu les guerres de Yougoslavie, mais c'était des guerres qui finalement étaient assez localisées, assez compartimentées et qui n'ont pas débordé, ou en tout cas qui n'avaient pas de potentiel de débordement sur l'ensemble du continent. Celle-ci, oui. Et donc cette prise de conscience-là, elle a été immédiate. Mais elle s'est accompagnée d'une grande incompréhension et d'une grande ignorance de ce qu'était l'Ukraine, des raisons de la guerre, des objectifs de guerre poursuivis par Poutine, et aussi et surtout des capacités de résilience de la société ukrainienne. Et ça, c'est quelque chose sur lequel il a fallu beaucoup travailler. Et encore aujourd'hui, 12 mois après le début de cette invasion et 9 ans après le début de l'agression russe en Ukraine, c'est un travail de tous les jours. C'est un travail de tous les jours. Et ça, quand on parle de géopolitique, quand on parle de soutien occidental, quand on parle de politique néo-impériale du Kremlin, le lectorat francophone, le lectorat belge, comprend ces raisons. Mais par contre, la grande surprise, ça a été de découvrir une société ukrainienne qui faisait corps, une société ukrainienne qui avait décidé de sauvegarder son pays,
sauvegarder son territoire, de se battre pour son territoire, de mourir pour l'État, pour le pays, pour le territoire et évidemment pour le futur. Et une société et des Ukrainiens qui étaient véritablement déterminés à aller jusqu'au bout. Ça a été une grande surprise. Et donc, il y a eu tout un travail, et moi évidemment à la Libre Belgique, sur LN24, mais plus globalement dans les médias francophones en Belgique, en France, en Suisse, pour expliquer les ressorts de cette mobilisation, les ressorts de cette résilience, et pour montrer que l'Ukraine est un sujet de son propre destin, et que l'Ukraine était déterminée à écrire sa propre destinée, évidemment avec le soutien occidental, qui est très important, mais ce sont d'abord et avant tout les Ukrainiens qui sont sur le front, les Ukrainiens qui se battent, et les Ukrainiens qui meurent pour leur propre pays. Ça a véritablement été quelque chose d'essentiel à expliquer, mais aussi de très compliqué à expliquer. Et on voit, au fur et à mesure des différentes séquences, que le naturel revient au galop chez les commentateurs, chez les chroniqueurs, mais aussi parmi les lecteurs, les téléspectateurs, que finalement, le regard se porte vers Moscou, le regard se porte vers Bruxelles, vers Washington, vers Rammstein, évidemment, là où se décident beaucoup des livraisons d'armes à l'Ukraine. Mais le naturel peut revenir au galop très vite parce qu'on oublie Kiev. On oublie qu'il y a beaucoup de décisions qui se prennent à Kiev et que fondamentalement, c'est ici que se joue la guerre et c'est ici que se jouera la victoire. Oui, c'est cette idée de l'Ukraine comme sujet. Voilà, donc sujet dans cette guerre. Et voilà, donc les problèmes sont là. Ça, c'est en partie sans doute dû à cette invisibilité de l'Ukraine, en tout cas en Belgique, puisque la France, il y a quand même une différence, parce que la France avait un contact, je veux dire, avait son rôle dans cette grande guerre, je veux dire, dans cette guerre qui avait commencé en 2014 avec l'annexion de la Crimée, ensuite l'occupation de Donbass. La France, avec l'Allemagne, s'est positionnée comme médiateur dans le format qui s'appelait format Normandie, en se positionnant entre Kiev et Moscou pour voir comment est-ce qu'on pourrait appliquer les accords de Minsk. Or, Belgique n'avait pas ce rôle-là à cette époque-là, et sans doute il y avait moins de connaissances, moins de visibilité, moins de présence de l'Ukraine. Et bien, en quelque sorte, l'Ukraine pouvait paraître comme un pays un peu artificiel, un pays qui était de toute manière dans cette zone d'influence russe, post-soviétique, et donc il n'y avait pas cette subjectivité bien prononcée de l'Ukraine avant la guerre, ce qui a permis des interprétations tout à fait fausses, qu'il fallait tomber rapidement, dans 3 jours. Je me rappelle aussi très bien cette intonation un peu condamnée des commentateurs belges qui disaient de toute manière c'est une affaire de quelques jours voire quelques semaines, ce qui a changé. Donc cette subjectivité de l'Ukraine s'affirme aujourd'hui. Et ton avis aujourd'hui, donc même si t'as raison d'évoquer ce retour de géopolitique qui est là, quelle est l'image de l'Ukraine actuellement dans l'opinion publique belge? Il y a plusieurs choses sur ce que tu as dit, parce que évidemment le rôle qu'ont occupé la France et l'Allemagne depuis 2014, donc début 2015 avec Minsk II, c'était aussi basé sur une appréciation très faussée de la réalité, que l'Ukraine n'a pas réussi à perturber, à modifier pendant les premières 8 années de guerre. C'est pour ça que pendant 8 ans, les journalistes étaient très embêtés pour désigner les républiques populaires autoproclamées de Donetsk, de Lugansk. Est-ce qu'on parlait de rebelles? Est-ce qu'on parlait de mercenaires? Est-ce qu'on parlait de proxy russes? Est-ce qu'on parlait de séparatistes? Pour la Crimée, il y a eu tout ce discours sur est-ce que c'est une annexion? Finalement, la Crimée a toujours été un peu russe, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Enfin bon, bref. Ça fait partie, en fait, des
des défauts de compréhension et des défauts d'analyse qui ont été savamment entretenus par le Kremlin, mais aussi savamment entretenus par tous les clichés que les Occidentaux pouvaient avoir concernant l'Ukraine. Et le 24 février 2022, eh bien, finalement, Vladimir Poutine nous a rendu un grand service, à nous les journalistes, puisque cette fois-ci, on peut, ça fait maintenant 1 an qu'on peut véritablement appeler un chat. La Russie a envahi l'Ukraine, l'Ukraine est victime. Ce n'est absolument pas du tout une guerre civile, c'est une ingérence étrangère avec un discours au potentiel génocidaire, au potentiel d'annihilation de la souveraineté ukrainienne, de négation de la souveraineté ukrainienne. Et ça, c'est quelque chose qui, finalement, a changé le matin du 24 février. Or qu'il y a quand même tout un discours, bon, si on parle de la France, oui, c'est plutôt clair, mais ça n'empêche qu'il y a tout un discours international sur que rien n'est si clair que ça, puisque si la Russie a attaqué l'Ukraine, c'est parce que l'Ukraine, justement, préparait un assaut avec l'aide, bien sûr, internationale de l'OTAN pour attaquer la Russie. C'est ça le discours de Poutine. Donc, ce qui peut paraître clair pour nous, je pense qu'il y a quand même en France, il y a ces discours parallèles qui circulent, non ? Oui, mais ce discours n'est plus aussi audible qu'il l'était auparavant. Et maintenant, c'est vrai que quand on parle, les gens maintenant qui parlent de l'OTAN, les gens qui parlent de l'élargissement de l'OTAN, les gens qui parlent des Ukrainiens qui victimiseraient les russophones et ainsi de suite, eh bien, ils sont de moins en moins nombreux et ils sont quand même de moins en moins écoutés, puisque la Russie, encore une fois, a levé le masque et a montré finalement la nature de son projet vis-à-vis de l'Ukraine, un projet qui est excessivement négatif, brutal, meurtrier. Et ça, le public occidental, le public francophone, eh bien, l'a bien compris par rapport à ça. Et donc, pour répondre à ta question sur quelle est l'image de l'Ukraine maintenant, auprès du public occidental, auprès du public francophone et évidemment belge, eh bien, c'est celle d'un pays victime, c'est celle d'un pays héros aussi, qui encore une fois a véritablement décidé de se battre pour son avenir. Mais là encore, tu vois, il y a du travail, parce que il y a tout un discours par la négative, c'est-à-dire il faut défendre l'Ukraine pour empêcher que le conflit déjà victimise l'Ukraine encore plus, mais aussi pour que la Russie ne gagne pas cette guerre, et ainsi de suite. Et donc, en fait, il faut tout simplement soutenir l'Ukraine parce que ce sont des victimes. Mais il n'y a pas encore de discours véritablement par la positive, c'est-à-dire voir l'Ukraine pour ses capacités de résistance, mais aussi ses capacités, sa créativité artistique, qui s'est beaucoup exprimée cette année passée, et puis aussi son potentiel économique. Ça, les Européens, quand ils parlent de défendre l'Ukraine, ils parlent presque de défendre un pays pauvre dans lequel il faut défendre la veuve et l'orphelin. Mais il n'y a pas encore ce discours, cette prise de conscience que, eh bien, c'est dans l'intérêt européen de faire en sorte que l'Ukraine gagne cette guerre et que l'Ukraine soit arrimée, à l'espace européen, puisque eh bien, les Ukrainiens ont quand même énormément de choses à apporter à la construction communautaire et évidemment à la prospérité européenne. On pense évidemment au potentiel industriel, au potentiel agricole, au fait que les Ukrainiens, c'est une population très bien formée du point de vue universitaire et très laborieuse, et que donc eh bien, il y a un intérêt tout simplement à ce que eh bien, ce pays fasse partie de l'espace européen. Et ça, c'est encore une fois, c'est un travail de tous les jours, mais c'est pas encore quelque chose qui s'impose.
Donc cet été, on se souvient de l'été 2022, il y avait quand même en France cette décision historique qui a été prise concernant le statut de candidat pour l'Ukraine, pour l'Union européenne. Mais après cela, dans les commentaires, on voit parfois beaucoup de réticence parce qu'il y a le discours qui dit oui, l'Ukraine sera par exemple membre de l'Union européenne, mais pas tout de suite, ça va durer des années. Emmanuel Macron, président de la République française, avait évoqué des décennies au départ, peut-être après il a changé d'avis. Donc tout cela, oui, vous serez avec nous, mais un peu plus tard, parce qu'il y a ce discours de ralentir, de faire ralentir de choses, qui ignore en quelque sorte que voilà, qu'il y a des atouts et que l'Union européenne et l'Europe au sens plus large a des choses à gagner en soutenant l'Ukraine, parce que c'est pas uniquement la position de demandeur. L'Ukraine n'est pas uniquement dans la position de demandeur d'aide, même si bien sûr l'Ukraine a besoin d'aide, comme tout un autre État, que ce soit Belgique, France, même Allemagne, toute seule face à la Russie, à n'importe quel État sans son panoplie sécuritaire de l'OTAN serait absolument incapable de faire face à cette puissance militaire en termes de quantité, même si pas dans les termes de qualité. Et donc, toi qui connais justement le potentiel ukrainien, tu as vécu plus d'une décennie déjà en Ukraine, comment décris-tu justement les atouts que représente l'Ukraine pour l'Europe ? C'est ce que j'ai déjà dit, le potentiel agricole, le potentiel industriel, et évidemment le fait que les Ukrainiens sont très créatifs. Ils ont un sens du business qui est assez impressionnant. Et donc dans ce sens-là, ça peut devenir une nouvelle Pologne, une nouvelle Roumanie si on considère ça à l'échelle européenne. Donc les atouts que l'Ukraine peut apporter à l'Europe, là-dessus sont assez évidents et ils seront prouvés dans le long terme. Après, ce qu'il faut voir sur tout ce discours concernant le processus d'intégration de l'Ukraine à l'Union européenne, il y a évidemment une part de lâcheté politique, notamment dans les déclarations de Macron, mais on a vu que la question de l'élargissement, de toutes les manières, ne faisait absolument pas du tout consensus parmi les États membres, et ce depuis déjà pas mal de temps. Évidemment, on se rappelle du cas de la Turquie, mais évidemment des Balkans occidentaux. Et donc pour l'Ukraine, il y aura les mêmes questions, les frontières de l'Europe, la déstabilisation du marché commun, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Mais ensuite, il faut de toutes les manières regarder la réalité en face. Intégrer l'OTAN, par exemple, c'est une chose, et on voit que l'armée ukrainienne est déjà au standard de l'OTAN. Donc ça, si jamais la décision était prise, évidemment, en faisant abstraction de toutes les considérations géopolitiques de la guerre qui dure et des implications politiques que ça pourrait avoir, mais d'un point de vue technique, finalement, ça serait une intégration qui pourrait être relativement rapide. Par contre, s'intégrer à l'Union européenne, l'Union européenne, c'est une puissance normative. C'est une puissance qui est gérée par un droit communautaire extrêmement complexe et par des règles d'un marché commun qui sont extrêmement exigeantes. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que si jamais l'Ukraine intégrait trop vite le marché commun, intégrait trop vite l'Union européenne, ça serait néfaste pour l'Ukraine, puisqu'elle se ferait, là pour le coup, en l'état, les structures de l'économie, les infrastructures, les normes sanitaires, les normes hygiéniques, les normes environnementales et ainsi de suite. Il faut énormément de travail pour que le moment venu, quand l'Ukraine rejoint le marché commun, ces structures puissent résister à la concurrence. Puisque l'Union européenne, le marché commun, c'est d'abord et avant tout ça. C'est une concurrence libre et non faussée. Et une libre circulation des idées, des capitaux, des personnes, des marchandises et des services. Et donc là-dessus, c'est extrêmement un environnement extrêmement concurrentiel, et il faut que l'Ukraine soit prête pour ça. Donc là aussi, il y a une dimension quand même de réalité qui s'impose là-dessus. Mais voilà, ce qu'il faut vraiment percevoir, c'est la destinée européenne des Ukrainiens. La destinée européenne des Ukrainiens qu'ils ont eux-mêmes choisie et qu'ils réaffirment dans le sang tous les jours depuis, évidemment, le début de la guerre du Donbass il y a 9 ans, mais qu'ils ont aussi réaffirmé à travers 2 révolutions, la révolution orange en 2004, la révolution de la dignité en 2014. Et il faut aussi
et ça fait partie donc du travail d'éveil médiatique et d'éveil civique en Europe occidentale, il faut bien insister sur la tendance que les Ukrainiens impriment sur les réformes, sur la transformation du pays. Et oui, évidemment, il y a de la corruption. Oui, évidemment, il y a des abus de pouvoir. Oui, évidemment, l'état de droit n'est pas aussi fragile que dans d'autres pays européens. Mais il y a une tendance qui s'est affirmée ces dernières années et qui prouve que les Ukrainiens veulent y arriver. Que, eh bien, finalement, 2 pas en avant, 1 pas en arrière, ce qui est un peu le tempo ukrainien en ce qui concerne les réformes, puisqu'évidemment tout ça n'est pas linéaire, eh bien, on avance, et on construit des institutions solides, on construit un état de droit, on lutte contre la corruption, et on s'insère dans un système de valeurs, dans un système de normes, dans un système de droit qui eh bien, a vocation à rejoindre la famille européenne. C'est vraiment là-dessus qu'il faut insister. Oui, et à la fois, si on regarde ce que pensent les Ukrainiens de l'Union européenne et de l'OTAN, ce que nous disent les sondages sociologiques, en fait, c'est une montée incroyable, justement après la grande invasion russe de février 2022. Aujourd'hui, plus de 80%, voire 90%, je ne suis pas sûre pour les chiffres, mais bon, c'est à peu près ça, des citoyens ukrainiens qui sont pour l'Union européenne et presque autant pour l'OTAN. Et la question de l'OTAN, il faisait débat il y a encore quelques années, donc à peu près le moitié contre moitié. Aujourd'hui, ça fait plus question, donc c'est pour dire que l'Europe, c'est une chose qui est plutôt basée sur l'idée, donc sur des valeurs. Bien sûr que quand les gens disent « nous sommes pour l'Union européenne », ils ne pensent pas directement ou tout de suite à des règles européennes, à la bureaucratie européenne qui règle le marché, qui règle tout ce moment libre. Ils pensent tout de suite à cette appartenance à la famille européenne. Et quand ils pensent à l'OTAN, bien sûr, c'est pas tout de suite, ce sont des questions de sécurité, c'est un geste politique, un choix géopolitique que les Ukrainiens pensent quand ils votent pour ça. Tout à fait. Oui. Tout à fait. Et en plus de ça, pour les Ukrainiens, c'est aussi d'autant plus important que ça se mêle à une dimension très régionale. Finalement, l'Ukraine regarde l'Europe aussi beaucoup à travers les yeux de la Pologne, à travers les yeux des pays baltes. Et les Ukrainiens, eh bien, ne sont pas naïfs, comprennent évidemment les contraintes de l'intégration européenne, de l'intégration à l'OTAN, et tout ce que ça peut générer ensuite comme souci politique. Donc ce qu'on voit par exemple, toutes les tensions entre Bruxelles et Varsovie depuis quelques années, mais il voit aussi tous les bénéfices que la Pologne, les États baltes ont dégagé de cette intégration. Donc oui, c'est forcément quelque chose qui les motive et qui s'impose d'année en année et de génération en génération comme une tendance naturelle, une tendance très, très intuitive. Mm-hmm. Avant de passer au sujet des obstacles pour l'Ukraine sur ce chemin de leur intégration, je voudrais revenir sur un sujet important que tu avais déjà évoqué, la question de la subjectivité de l'Ukraine. C'est que parfois on entend des discours qui peuvent durer pendant des heures, des différents experts géopolitiques de la provenance occidentale, mais souvent aussi de ces milieux libéraux russes. On entend parler de ce conflit comme un grand conflit géopolitique, où on parle de tout et de rien, on parle de ce conflit éternel entre la Russie et les États-Unis, entre Chine et les États-Unis, une fois de plus, Iran, les États-Unis, etc. Et on oublie que, on a tendance d'ignorer qu'en fait, il y a des choses dans l'histoire qui se décident pas dans les capitales européennes, qui se décident ici sur le terrain. Et donc, et on trouve, vu de l'intérieur de l'Ukraine, c'est un peu ennuyeux d'entendre, par exemple, un libéral russe qui décrit cette situation avec le régime de Poutine comme une catastrophe, comme si c'était une catastrophe naturelle, sans prendre en compte, sans mentionner même que la force qui change la cour de choses, la force qui change le cours de l'histoire même, ce sont des gens ordinaires, des Ukrainiens qui ont intégré l'armée. Ils sont pour la plupart les civils, parce que l'armée ukrainienne avant la guerre était un nombre beaucoup inférieur par rapport à ce que nous avons aujourd'hui. Des gens civils qui ont pris des armes et qui résistent sur le terrain. Et toute la société qui est derrière eux, société civile, mais société aussi tout court, qui est là à faire des choses utiles, qui est là physiquement et qui résiste.
Certainement, certainement. Encore une fois, ça fait partie du gros travail d'éveil médiatique, d'expliquer et de prouver que l'Ukraine est aussi maîtresse de son destin et que ce sont les Ukrainiens qui sont en train d'écrire l'histoire. Ça, c'est, encore une fois, une notion qui est acceptée, mais qui s'efface relativement facilement. Encore une fois, le naturel peut revenir au galop très très vite, et surtout quand on dézoome, c'est-à-dire que, encore une fois, c'est une guerre qui va tout changer, et les Européens l'ont compris dès le 24 février. Ils ne l'ont pas compris avant, mais ils l'ont compris le 24 février. Mais quand on dézoome, c'est vrai qu'on voit cette rivalité qui s'est imposée avec le temps entre l'Occident collectif, la Russie. Et on voit que derrière tout l'investissement occidental, tout le soutien occidental qu'il y a en Ukraine, tout ça fait face à la Russie. Et derrière la Russie, il y a la Chine. Et évidemment, il y a la question de Taïwan. On voit aussi qu'il y a toutes ces questions de relations avec ce qu'on appelle le Sud global. Et quand on dézoome, en fait, c'est vrai que, il est malheureusement facile de perdre de vue l'Ukraine et de perdre de vue les évolutions du terrain, de perdre de vue les évolutions politiques à Kiev et le cœur de la guerre, que le cœur de la guerre est véritablement en Ukraine. Après ça fait partie du travail des journalistes, ça fait partie du travail des militants, ça fait partie du travail des politiciens évidemment, mais ça fait aussi beaucoup partie du travail de l'Ukraine. Moi, par exemple, à Bruxelles, j'ai participé à un événement du Ukrainsky Institute, l'Institut culturel ukrainien, sur justement tout ce qui est la diplomatie culturelle. Et un des constats, c'était que l'Institut a été créé très tard, en 2017-2018, et que l'Ukraine, pendant très longtemps, n'a pas cherché à avoir sa propre voix. Et ça, c'est aussi quelque chose sur lequel l'Ukraine et les Ukrainiens doivent énormément travailler. Et on voit que cette guerre est un accélérateur de cette subjectivité. Donc évidemment dans la prise de conscience des Occidentaux, mais aussi dans la manière dont l'Ukraine et les Ukrainiens parlent d'eux-mêmes, pensent d'eux-mêmes et aussi interagissent avec le reste du monde. Le fait que le gouvernement ukrainien ait envoyé une équipe de sauveteurs en Turquie après le terrible séisme qui a ravagé le sud-est du pays, qu'ils arrivent à envoyer une équipe de sauveteurs alors qu'eux-mêmes sont dans une situation d'invasion généralisée et font face à une menace existentielle, ça, par exemple, ça fait partie des initiatives très fortes qui prouvent que l'Ukraine a une ambition d'exister sur la scène internationale au-delà, évidemment, de cette dimension de la guerre avec la Russie, et que l'Ukraine est prête à utiliser ses ressources pour quand même dégager une stratégie humanitaire, une stratégie politique, une stratégie économique, aussi une stratégie de puissance. Ça, c'est très, très important. Oui, tout à fait. Depuis un certain temps, tu travailles sur les problèmes réels qui existent dans la société ukrainienne. Ce sont des problèmes souvent évoqués dans la presse, souvent médiatisés, peut-être même parfois trop. Quand on parle de l'Ukraine, il y a souvent le terme corruption qui apparaît dans les médias. Ceci, bien sûr, dans le contexte, notamment après Euromaïdan, après ce choix de la voie européenne, le chemin de réforme que l'Ukraine avait entamé, commencé, et on parle de corruption. Qu'est-ce qu'on peut dire? Qu'est-ce que tu peux témoigner? Qu'est-ce que tu peux analyser, faire un état des lieux de l'état de corruption en Ukraine? Et en quoi est-ce que cette vie en Ukraine est-elle différente de la vie dans une démocratie telle en France ou bien en Belgique, donc au niveau quotidien? En ce qui concerne la corruption, il y a beaucoup de choses qui ont été faites depuis la révolution de la dignité en 2014, mais c'est vrai que le point de départ était très bas. On se rappelle évidemment les années 90, les années 90, pour ce belgicisme.
il y avait une systématisation de la corruption dans toutes les interactions de la vie. Et donc, bon, évidemment, c'est pas moi qui vais t'apprendre ça, Tatiana, mais pour l'école, pour les permis de conduire, pour trouver un travail, pour régler des questions avec la police du genre des excès de vitesse, c'est vrai qu'il y avait ce réflexe quand même de payer. Mais ça, c'est quelque chose qui a énormément changé à partir de 2014. Parce que d'une part, les structures de l'État ont changé. Il y a eu énormément de réformes qui ont réduit les niches de corruption, donc dans les interactions avec l'administration, dans les interactions avec avec les ministères, par exemple, pour tout ce qui est marché public, pour tout ce qui est gestion de l'administration d'État, mais aussi parce que, eh bien, il y a eu un changement profond dans la population concernant l'acceptabilité de la corruption. Et Yanukovych a fait beaucoup pour ça, puisque Yanukovych était un kleptocrate qui a essayé de constituer une verticale oligarchique autour de lui-même, ce qu'on appelait d'ailleurs la famille, donc vraiment avec une dimension mafieuse. Et les Ukrainiens qui se sont battus sur Maïdan dans l'hiver 2013-2014, eh bien, ont vu jusqu'où peuvent mener ces abus de corruption. Et donc, ça fait partie des choses qui ont extraordinairement changé. Après, encore une fois, comme je l'ai déjà dit, il serait naïf de croire que toute cette corruption, tous ces réflexes de corruption, eh bien, ont disparu en 9 ans de réforme ou alors en 1 an d'invasion généralisée. Évidemment, il y a quelque chose qui perdure. Mais tu sais, ce qu'on voit, c'est que les gens, encore une fois, ils pensent véritablement différemment. Il y a déjà des réflexes qui se sont développés. Et moi, je le vois quand mes connaissances, mes amis passent la frontière ou passent un contrôle de police. Le premier réflexe, c'est plus du tout de chercher son portefeuille. Le premier réflexe, c'est d'abord de faire valoir ses droits et puis d'abord de respecter une certaine procédure. La corruption peut encore intervenir comme une sorte de solution de dernier recours, mais on le voit que c'est quand même de moins en moins pensé, de moins en moins accepté et de moins en moins courant. On le voit à tous les niveaux. Les derniers scandales de corruption, donc au sommet de l'État, que ce soit au ministère de la Défense ou au ministère du Développement régional, si je ne m'abuse, eh bien, ont montré que, d'une part, il y avait une acceptabilité très très faible, mais aussi que l'État offrait une réponse systémique et donc une réponse institutionnalisée à ces cas de corruption, en mettant en place des enquêtes, en mettant en place des comités parlementaires, et que il y avait une responsabilité du leadership, une responsabilité du sommet de l'État, évidemment du président et du gouvernement. On voit que tout ça change énormément. Ce qui va se passer après, dans quelle situation l'Ukraine va gagner cette guerre, quand, et dans quel état sera la société, dans quel état sera l'économie, ça, c'est véritablement une grande question. Puisqu'il y a eu tellement de travail qui a été accompli ces dernières années qu'il y a véritablement un potentiel pour que cette résilience, cette résistance à l'ancien régime, si on peut dire ça, eh bien, perdure. Mais on voit aussi le risque d'un espèce de glissement de la société ukrainienne et des structures économiques qui peut marquer une certaine pause ou peut-être encore une fois un glissement sur cette question. Mais à l'heure actuelle, voilà, j'insiste beaucoup là-dessus, on voit que les Ukrainiens
dans leur ensemble, n'acceptent plus la corruption et n'acceptent plus les pratiques de corruption comme ça pouvait être auparavant. Et à travers les révolutions et à travers la guerre, ils ont développé cette conscience d'eux-mêmes, développé cette foi dans la transformation, cette foi dans un avenir moderne et européen, et qui fait que l'intériorisation d'une certaine dignité et d'une certaine décence, d'une certaine honnêteté dans les relations avec l'administration, dans les relations avec les structures économiques, eh bien c'est finalement imposé. Et donc ça, je pense que c'est quelque chose qui vraiment va durer. Et encore une fois, on espère. Ça dépend beaucoup de la conduite de la guerre. Je serais plutôt d'accord avec toi de ton jugement sur ce que tu vois, ce que tu peux constater sur la corruption. Et sans doute, j'ajouterais aussi que la guerre est aussi une grande leçon de l'égalité. Parce que quand il y a la guerre, donc on peut être un oligarque, on peut être un simple citoyen, on peut être un chef d'État, on peut être une mère avec les enfants, mais on court parfois les mêmes dangers physiques de la destruction, de la mort, et on court les mêmes dangers de privation, comme par exemple pendant des longs mois de l'absence d'électricité, on était tous coupés à part égale. Bon, avec quelques exceptions pour les objets stratégiques, mais ça concernait les pauvres et les riches. Donc c'est aussi en quelque sorte lié à ça. Et aussi, je mentionnerais aussi c'est les services numériques qui sont en plein boom en Ukraine depuis des années, mais notamment à partir de 2019, 2020. Cet ministère de la transformation numérique qui avait changé énormément de choses pour niveau passeport, pour niveau cette application qui s'appelle DIA Action. Là, on peut vraiment tout voir. On peut vraiment commander un passeport très vite. On peut commander son certificat vaccin, réclamer, payer les impôts. Et tout de suite, dans cette application Action DIA, tout de suite, on a vu des algorithmes qui t'aident, par exemple, à mentionner, à informer sur la présence de chats russes. Ça, c'est apparu vraiment du jour au lendemain. Donc, c'est un outil très puissant. Et comme c'est pratique et comme c'est accessible à tout le monde, comme c'est gratuit, là, tu peux faire ta demande pour logement si tu as un déplacé interne. Et parfois, même en avoir, tu peux faire demande pour même échanger tes ampoules. Les ampoules traditionnelles pour des ampoules plus économiques, c'était avec le mécanisme d'aide de l'Union européenne d'ailleurs. Donc tu le fais vraiment en quelques clics. Et donc tout cela, donc c'est vraiment adoré par une grande partie de la société ukrainienne. Je peux pas dire pour les retraités, j'imagine un certain nombre des gens âgés, ils ont du mal avec leur smartphone, mais le reste de la population, à 14 ans, on peut avoir un passeport, tout ça. À partir de l'âge de l'essence jusqu'à l'âge assez mûr de 50 ans, on en profite, on voit que c'est facile, c'est rapide, c'est efficace, et puis ça apporte des résultats, donc c'est très bien en fait. Oui, et c'est ce que je disais quand j'expliquais que depuis 2014, on a réduit aussi les niches de corruption, puisque c'est vrai qu'avant, il y avait beaucoup de choses qui se passaient au guichet d'une administration pour un enregistrement, pour un mariage, pour un divorce, pour régler des questions d'amende ou autres. Et maintenant, finalement, il y a moins de guichets et donc tout simplement, il y a moins d'opportunités de corruption. Et encore une fois, tout ça fait partie donc, de cette intériorisation de nouveaux réflexes qui fait que on comprend que en fait, tous ces services administratifs sont dus à un citoyen. Ça fait partie de ses droits, ça fait partie des privilèges d'être citoyen d'un État. Et en plus de ça, et donc on n'a pas besoin de payer des suppléments pour ça, mais aussi ça fait partie d'une modernisation des pensées qui accompagne donc la modernisation des structures, le fait que maintenant on vit dans un État qui est digitalisé, qui est numérisé, que c'est cool d'être un citoyen ukrainien, une citoyenne ukrainienne, et que il y a énormément de choses qu'on peut faire de manière très facile, très aisée. Ça a été un grand choc, évidemment parmi tous les chocs de la guerre et du début de l'invasion, mais il y a quand même beaucoup de réfugiés ukrainiens en Europe de l'Ouest qui ont redécouvert les files d'attente,
qui ont redécouvert des administrations qui demandent des semaines et des semaines pour produire un document qui maintenant, avec cette application d'IA, peut être produit en quelques minutes. Ça fait partie des chocs. Il y a un rendez-vous chez un médecin ou chez un dentiste, ça prend quelques jours, voire semaines. Exactement. Bon, ça, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup moins de... Enfin, il y a une pénurie de personnel médical en Europe de l'Ouest, ce qui n'a pas été le cas en Ukraine pendant un certain temps. Donc justement, la guerre va donner cette expérience de l'échange, parce que des millions d'Ukrainiens sont partis à l'étranger, dans les pays de l'Europe, mais aussi aux États-Unis, au Canada. Ils vont être de retour, en tout cas une partie d'eux. Et après, les Européens, comme s'intéressent un peu plus à l'Ukraine qu'avant la guerre, donc ça va faire aussi cet échange de l'autre côté. Donc ça va aussi, dans les circonstances absolument tragiques que représente la guerre, bien sûr, mais il y a cet échange-là des expériences va s'intensifier de toute manière, n'est-ce pas? Et oui, et tu sais, donc il y a évidemment cette dimension d'échange, évidemment cette dimension de découverte de l'autre. Donc les Européens apprennent l'Ukraine, mais aussi les Ukrainiens apprennent l'Europe, puisque maintenant, ils comprennent un peu mieux ce qu'est cette vieille Europe très bureaucratique, assez peu numérisée pour beaucoup de pays, avec aussi un taux d'imposition, donc quand on parle des impôts, qui est bien différent de ce qu'on connaît ici en Ukraine, et qui donc évidemment change la manière dont on pense l'activité économique. Et ça, tu vois, pour rejoindre cette dimension de subjectivité de l'Ukraine, eh bien moi je le ressens beaucoup parmi tous mes contacts, et évidemment parmi énormément de textes qui sont produits. Eh bien ça déconstruit en fait le complexe d'infériorité des Ukrainiens, que les Ukrainiens, donc les Européens de l'Est en général, pouvaient avoir par rapport à cette Europe de l'Ouest qui a dominé le monde pendant 500 ans et qui a produit énormément de normes, de valeurs, de concepts philosophiques, de concepts politiques, et puis qui finalement a façonné le monde à son image pendant 500 ans. Et là, les Ukrainiens le voient, que d'une part, eh bien, ce sont eux qui sont en train d'écrire leur destinée, ce sont eux qui sont aux manettes, qui sont aux commandes de leur pays, de leur destin, mais aussi que, eh bien, l'Europe de l'Ouest, c'est pas une image d'Épinal, c'est pas la panacée. Il y a aussi énormément de contraintes, il y a aussi énormément de problèmes là-bas, et que finalement l'Ukraine, c'est pas si mal. Et ça, je le vois parmi beaucoup d'Ukrainiens, que cette perception donc de l'autre, et donc par extension cette perception de soi-même, eh bien, elle a aussi changé à la faveur de ce drame, de cette invasion russe. Merci beaucoup Sébastien pour cet entretien absolument intéressant qui découvre beaucoup d'aspects qui nous intéressent, les Ukrainiens, qui intéressent sans doute le public français. Merci beaucoup. Merci Téténa. C'était le podcast L'Ukraine face à la guerre. N'hésitez pas de partager cette émission. Nous n'allons pas tarder à enregistrer et diffuser d'autres épisodes. Je m'appelle Tetiana Ogarkova, j'étais accompagnée par Sébastien Gobert, journaliste et écrivain français. Restez avec nous et soutenez l'Ukraine.